Pamela Smart semblait tout avoir, une vie en apparence parfaite avec une carrière prometteuse dans les médias, une passion pour l'éducation des jeunes esprits, et un mariage qui, vu de l'extérieur, semblait heureux. Elle travaillait comme coordinatrice média au lycée Winnacunnet à Hampton, dans le New Hampshire, où son charisme avait rapidement gagné l'admiration des élèves. Pour beaucoup, elle était bien plus qu'une simple enseignante, elle était accessible, captivante, et d'une grande ouverture d'esprit. Cependant, derrière cette façade, Pamela luttait contre des problèmes personnels qui allaient la conduire sur une pente glissante et irréversible. Dans sa vie privée, Pamela ressentait un profond sentiment de solitude et de frustration. Son mariage, qui avait commencé avec tant d'espoir, était maintenant empoisonné par la distance et la routine. Elle se sentait de plus en plus incomprise, et cette insatisfaction allait bientôt influencer ses choix de manière imprévisible. C'est à cette période de sa vie qu'elle fit la connaissance de Billy Flynn, un élève de 16 ans, charmeur et influençable, qui allait rapidement jouer un rôle central dans ce drame. Pamela et Billy se lièrent d'amitié, une relation qui, au début, semblait purement mentorale. Pamela voyait en lui un esprit brillant, quelqu'un qui pouvait réussir et s'épanouir avec le bon soutien. Cependant, au fil du temps, cette relation évolua, franchissant des limites qui auraient dû rester inébranlables entre une enseignante et son élève. Pamela commença à partager davantage de sa vie personnelle avec Billy, confiant ses peines, ses frustrations et même ses regrets sur son mariage. Elle se montrait vulnérable, et Billy, flatté par l'attention d'une adulte, se laissait envoûter par cette relation ambiguë. Ce lien se transforma en une relation amoureuse secrète, un amour interdit, excitant mais dangereux. Pamela, submergée par ses émotions et aveuglée par ses propres désirs, ne mesurait plus les conséquences de ses actes. Elle avait trouvé chez Billy un réconfort qui l'éloignait de ses propres insécurités, et cet amour secret devint son échappatoire, une distraction intense de ses insatisfactions conjugales. Mais ce n'était pas suffisant. Pamela commença à penser que la seule manière de retrouver la liberté, de véritablement s'épanouir, serait de se débarrasser de son mari, Greg Smart. Ce qui n'était qu'un rêve égoïste prit bientôt une tournure sinistre, car Pamela ne voulait pas seulement quitter Greg, elle voulait qu'il disparaisse, pour de bon. En proie à des pensées de plus en plus sombres, elle mit en place un plan qui allait bientôt plonger tout le monde dans une spirale destructrice. Pamela, jouant sur les émotions de Billy, évoqua avec lui l'idée de se débarrasser de Greg. Sous son influence, Billy, encore jeune et influençable, se laissa convaincre que cette action était nécessaire, voire justifiée. Il voyait en elle une figure de confiance, quelqu'un qui comprenait ses propres douleurs et aspirations, et il était prêt à tout pour prouver son amour et sa loyauté envers elle. Bientôt, Pamela incorpora d'autres élèves de lycée dans ce complot. De jeunes garçons, fascinés par cet adulte qui les traitait comme des égaux, furent manipulés pour participer à ce plan macabre. Aveuglés par l'admiration, l'amour, ou même simplement l'envie d'impressionner, ces jeunes devinrent des acteurs involontaires dans une tragédie bien plus grande qu'eux. Pamela, déterminée et persuadée de son influence, ne voyait pas encore l'étendue des conséquences qui allaient découler de ces manipulations. Le plan de Pamela pour assassiner Greg Smart était en marche, et chaque décision qu'elle prenait rapprochait davantage cette nuit fatidique où la vie de tous les protagonistes allait basculer. Pamela Smart avait désormais un plan précis en tête, un plan qu'elle croyait infaillible. Convaincue que Billy Flynn et ses amis étaient prêts à tout pour lui plaire, elle les poussa doucement mais sûrement à se préparer pour ce qui allait devenir un acte irréversible. Pamela commença par leur parler du déroulement du meurtre, leur expliquant comment entrer discrètement dans la maison et s'assurer qu'aucune preuve ne resterait. Pour elle, il s'agissait de se libérer de son mariage sans laisser de traces, sans que personne ne suspecte son implication. Elle pensait que la naïveté de Billy et de ses camarades de classe leur permettrait d'exécuter ce plan sans difficulté. Billy Flynn, malgré son jeune âge, se trouvait totalement sous l'emprise de Pamela. Son admiration pour elle s'était transformée en obsession, et l'idée de prouver son amour par cet acte extrême semblait presque logique à ses yeux. Pamela avait réussi à lui faire croire que son bonheur, son avenir, dépendait de cet acte. Il voyait en elle une femme en détresse, piégée dans un mariage sans amour, et il s'était convaincu qu'il était le seul capable de la sauver. Avec Pamela, Billy et deux autres camarades, Patrick Randall et Pete Randall, formèrent un groupe soudé par le secret et les promesses. Pamela savait comment jouer sur les émotions des jeunes, comment les persuader que cet acte était non seulement nécessaire mais aussi justifié. Elle leur décrivait Greg comme un obstacle, comme quelqu'un qui les empêchait, elle et Billy, de vivre librement et pleinement. Et, dans l'esprit de ces adolescents influençables, elle réussit à semer l'idée que ce meurtre pourrait être leur seul échappatoire. Les jours précédant le meurtre, Pamela multiplia les échanges avec Billy et ses amis, les préparant minutieusement à ce qu'ils allaient devoir faire.
Elle leur rappela d'apporter des gants, de se vêtir de noir pour être moins repérables et de se débarrasser de tout objet pouvant les relier à la scène du crime. Elle ne laissait aucun détail au hasard, comme si elle orchestrait une simple mise en scène. Son ton, toujours calme et rassurant, renforçait l'idée que tout se déroulerait parfaitement et sans conséquences pour eux. Mais malgré son assurance apparente, Pamela sentait l'angoisse monter en elle. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à faire était moralement répréhensible, mais elle s'était persuadée que c'était la seule solution pour retrouver sa liberté. Elle continua donc d'encourager les adolescents, leur promettant que tout irait bien, que cette nuit effacerait tous leurs soucis. Elle leur fit même croire qu'ils seraient récompensés, que cette épreuve prouverait leur courage et leur loyauté. Le soir du 1er mai 1990 arriva enfin. Billy et ses camarades, nerveux mais déterminés, suivirent les instructions de Pamela jusqu'au moindre détail. Ils pénétrèrent dans la maison des Smart pendant que Greg regardait la télévision, inconscient du danger qui rôdait dans l'ombre. La tension était palpable, et chaque pas qu'il faisait rapprochait cette bande d'adolescents d'un point de non-retour. Billy, le cœur battant, savait qu'il allait commettre un acte irréparable, mais la voix de Pamela résonnait dans son esprit, l'encourageant, lui répétant que tout cela était pour le mieux. Dans une confrontation brutale et tragique, Greg Smart fut assassiné, laissant derrière lui un monde brisé et des familles dévastées. Les adolescents, pris de panique, quittèrent la scène du crime en essayant de garder leur sang-froid, convaincus qu'ils avaient accompli ce que Pamela leur avait demandé. Mais le poids de leur acte commençait déjà à se faire sentir, le doute et la culpabilité s'insinuaient dans leurs esprits, et l'euphorie de la rébellion cédait peu à peu la place à une sombre réalité. Pendant ce temps, Pamela, apprenant la mort de son mari, tenta de jouer son rôle d'épouse éplorée. Elle chercha à donner l'image d'une femme choquée, profondément meurtrie par cette perte soudaine. Elle apparut dans les médias, adoptant un comportement calculé, émaillé de larmes et de témoignages sur l'amour qu'elle portait à Greg. Mais les autorités commencèrent rapidement à suspecter que quelque chose clochait dans cette tragédie. Certains de ses collègues et même des étudiants commencèrent à murmurer, des doutes surgirent, et des questions furent posées. Les policiers, perplexes devant le profil de cette veuve qui semblait plus calculatrice que bouleversée, commencèrent à interroger les proches de Greg et de Pamela. Ils mirent également la pression sur les amis de Billy, Patrick et Pete. C'est à ce moment-là que le voile commença à se lever, que les failles du plan de Pamela apparurent, et que la réalité macabre de ce complot sordide commença à s'effriter sous le poids de la culpabilité. Les interrogatoires prirent de l'ampleur, et chaque protagoniste se retrouva face aux conséquences de ses actes. Les jours qui suivirent le meurtre de Greg Smart furent marqués par une tension insoutenable. Pamela, convaincue d'avoir orchestré un plan parfait, essayait de maintenir les apparences d'une veuve éplorée, mais les regards soupçonneux autour d'elle devenaient de plus en plus lourds. Les détectives en charge de l'enquête, intrigués par l'attitude étrange de Pamela et les incohérences dans son comportement, commencèrent à examiner de plus près son entourage et ses liens avec ses élèves. Malgré ses efforts pour paraître naturelle, Pamela ne parvint pas à dissimuler complètement son anxiété. À chaque apparition publique, chaque entrevue, elle semblait calculer ses mots et ses expressions. Elle espérait manipuler les émotions du public en évoquant son amour pour Greg et la tragédie qui l'avait frappé. Mais cette façade fragile commença à se fissurer lorsqu'une rumeur se propagea rapidement. Plusieurs élèves chuchotaient entre eux, laissant entendre que Pamela n'avait pas seulement été proche de certains d'entre eux en tant qu'enseignante. Les détectives interrogèrent de plus en plus de personnes dans l'entourage de Pamela. Très vite, ils entendirent parler de Billy Flynn, un élève de 16 ans, apparemment très proche d'elle. Des élèves et quelques professeurs murmurèrent qu'ils avaient remarqué une relation étrange entre eux, des regards, des rendez-vous discrets, et même des échanges secrets dans les couloirs du lycée. Pamela, jusqu'alors considérée comme une veuve digne et respectable, devint soudain la principale suspecte de l'enquête. Sous la pression des interrogatoires, Patrick Randall et Pete Randall, deux des amis de Billy impliqués dans le meurtre, commencèrent à montrer des signes de nervosité. Ils avaient été poussés dans cette spirale par Pamela et se retrouvaient maintenant au bord de l'effondrement. Leur culpabilité, combinée à la peur de voir leur avenir détruit, les rendait de plus en plus vulnérables face aux enquêteurs. Conscients de l'ampleur de leur acte et de ses conséquences, ils commencèrent à réaliser l'impact dévastateur de leur implication dans ce meurtre. Face aux détectives, les jeunes garçons, effrayés et désespérés, finirent par céder à la pression. Billy Flynn, accablé par les souvenirs de cette nuit fatidique, fut le premier à parler. La culpabilité, le poids de l'amour interdit et l'ombre de Pamela qui planait encore sur lui, tout cela devenait insupportable. Dans un moment de sincérité, il avoua sa relation avec Pamela, expliquant comment elle l'avait manipulé, comment elle l'avait persuadé que la seule manière de l'aimer pleinement était d'éliminer Greg. Il révéla même les détails précis de cette nuit, les instructions de Pamela,
et le rôle de chacun des participants. Cette confession bouleversa l'enquête. Les détectives comprirent alors qu'ils étaient face à une affaire de manipulation psychologique, un complot orchestré par une femme qui avait utilisé son pouvoir de séduction et son influence pour entraîner des adolescents dans une tragédie insensée. Le portrait de Pamela Smart évolua aux yeux des enquêteurs et des médias. Elle n'était plus seulement une veuve endeuillée, mais une figure de manipulation et de perfidie. Alors que l'affaire prit une tournure médiatique, la presse s'empara de l'histoire, fascinée par cette tragédie qui mêlait amour, trahison et meurtre. Les journalistes traquaient chaque détail, chaque nouvelle révélation, alimentant un véritable engouement pour cette affaire. Les journaux titraient sur la « séduction fatale » de Pamela et sur la manière dont elle avait transformé des adolescents innocents en complices d'un crime monstrueux. Pamela, réalisant que le piège se refermait sur elle, tenta de se défendre. Elle clama que ses relations avec Billy et ses amis avaient été mal interprétées, que les accusations portées contre elle étaient le fruit de malentendus et d'exagérations. Mais ces dénégations peinaient à convaincre, car les aveux de Billy et des autres élèves étaient accablants, détaillant chaque moment de manipulation, chaque mot susurré pour les pousser à commettre l'irréparable. Les autorités décidèrent de l'inculper pour complicité de meurtre, un acte délibéré d'influence sur des adolescents qui ne pouvaient comprendre les conséquences de leurs actions. Le procès de Pamela Smart allait devenir un événement national, un miroir de la fascination et de l'horreur que suscitait cette affaire. Le tribunal serait bientôt le théâtre de révélations sordides et de témoignages déchirants, où l'on découvrirait la noirceur des intentions de Pamela et l'impact tragique de ses manipulations sur la vie de tous les protagonistes. La pression médiatique, les regards accusateurs, et les témoignages de ses propres élèves s'apprêtaient à rendre ce procès historique, mais surtout à faire tomber le masque de celle qui, autrefois, se présentait comme une simple enseignante, mais qui avait orchestré, en coulisses, une sombre tragédie. Le procès de Pamela Smart fut un véritable spectacle médiatique, attirant l'attention du pays tout entier. Journalistes, caméras et spectateurs curieux se pressaient dans la salle d'audience, avides de connaître les détails macabres de cette affaire. Chacun voulait comprendre comment une jeune femme, qui incarnait à l'origine la réussite et la confiance, avait pu se retrouver au cœur d'un complot meurtrier impliquant ses propres élèves. Les procureurs dépeignirent Pamela comme une manipulatrice calculatrice, une femme capable de jouer avec les émotions de jeunes adolescents pour servir ses propres intérêts. Ils affirmèrent qu'elle avait utilisé son charme et son influence pour convaincre Billy Flynn et ses amis d'assassiner son mari. Les avocats de la défense, quant à eux, tentèrent de dépeindre Pamela comme une femme vulnérable, niant toute implication directe dans le meurtre de Greg et affirmant que ses relations avec les élèves avaient été mal interprétées. Mais les témoignages des jeunes hommes allaient peser lourd dans la balance. Billy Flynn, Patrick Randall, et les autres adolescents impliqués dans le meurtre furent appelés à la barre pour raconter leur version des faits. Ces jeunes hommes, autrefois insouciants et facilement influençables, étaient désormais remplis de remords et marqués par la culpabilité. Devant la cour, Billy raconta comment Pamela avait peu à peu conquis son cœur, le poussant à croire que le meurtre de Greg était la seule façon de pouvoir être ensemble. Ses paroles étaient poignantes, empreintes de tristesse et de regret, alors qu'il décrivait les mois de manipulation émotionnelle qu'il avait subis. Les témoignages de ces adolescents furent accablants pour Pamela. Ils décrivaient comment elle les avait encouragés, comment elle avait joué sur leurs émotions, et comment elle leur avait promis une vie meilleure si Greg n'était plus dans le tableau. Le public, captivé par les récits intenses de ces jeunes, commença à percevoir Pamela sous un nouveau jour. Elle n'était plus seulement une enseignante en deuil, mais une femme à la fois fragile et manipulatrice, capable de pousser des esprits impressionnables à commettre l'irréparable. Les preuves matérielles s'ajoutèrent aux témoignages pour renforcer l'accusation. Les détectives présentèrent des enregistrements téléphoniques, des lettres, et des échanges qui démontraient l'intensité de la relation entre Pamela et Billy. Ces éléments révélaient l'étendue de leur liaison et l'impact émotionnel qu'elle avait eu sur lui. Les jurés écoutaient attentivement, choqués par le niveau de planification et de dissimulation dont Pamela avait fait preuve pour préserver son secret. Au fur et à mesure que le procès avançait, Pamela se retrouva isolée. Les témoins se succédaient, détaillant chacun son comportement étrange et son attitude détachée lors des jours qui avaient suivi la mort de son mari. Plusieurs collègues et étudiants témoignèrent de ses propos ambigus et de son comportement inhabituel, accentuant le sentiment que Pamela n'était pas la victime qu'elle prétendait être. La pression médiatique autour de l'affaire atteignit son paroxysme lorsque les débats furent diffusés à la télévision, transformant Pamela en une figure controversée, entre fascination et répulsion. Certains la voyaient comme un monstre, une femme froide qui avait utilisé son intelligence pour manipuler des adolescents, tandis que d'autres la percevaient comme une victime d'un système judiciaire acharné à trouver un coupable à tout prix. Mais pour les familles des victimes,
La douleur était bien réelle et les justifications de Pamela ne faisaient que raviver leur souffrance. La défense tenta désespérément de semer le doute sur la véracité des témoignages des adolescents, arguant que leurs aveux avaient été extorqués sous pression et qu'ils exagéraient les faits pour échapper à leurs propres responsabilités. Mais les preuves et les témoignages concordants rendaient difficile toute tentative de disculpation totale. Pamela, de plus en plus affaiblie, voyait son image de femme parfaite s'effondrer à chaque nouvelle révélation. Au terme de ce procès éprouvant, le verdict tomba enfin. La salle d'audience retint son souffle alors que le juge annonçait la culpabilité de Pamela Smart pour complicité de meurtre. Elle fut condamnée à une peine de réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, un jugement qui marqua la fin de cette affaire sinistre. Pour Billy Flynn et ses complices, la sentence fut moins sévère, mais leur vie ne serait jamais plus la même. Ils avaient été manipulés, certes, mais ils avaient aussi choisi de suivre un chemin dangereux, et la justice les condamna pour leurs actes. Chacun porterait désormais le poids de ses décisions, un fardeau lourd qui continuerait de les hanter longtemps après la fin du procès. Pamela Smart, désormais une figure tristement célèbre, resta incarcérée, marquée par les choix qu'elle avait faits et par la manipulation qui avait conduit au meurtre de son propre mari. Ce procès devint un exemple frappant de la manière dont la manipulation et les jeux de pouvoir peuvent détruire des vies, et il continua de fasciner l'opinion publique longtemps après que les portes de la prison se furent refermées sur Pamela. Après sa condamnation, Pamela Smart commença une nouvelle vie derrière les murs austères de la prison. Ce monde fermé, où chaque minute semble durer une éternité, contrastait violemment avec la vie qu'elle avait autrefois. Désormais, la femme autrefois enseignante, jeune et ambitieuse, se retrouvait réduite à un simple numéro d'incarcération, loin des projecteurs et de l'effervescence médiatique qui avait entouré son procès. Mais même en prison, l'affaire Pamela Smart continuait de fasciner l'opinion publique. Des journalistes, des écrivains, et même des réalisateurs de documentaires se montraient toujours curieux de sa version des faits, cherchant à comprendre comment une vie ordinaire avait pu basculer dans une histoire d'obsession et de meurtre. Pamela, ayant désormais beaucoup de temps pour réfléchir à ses actions, revivait mentalement chaque décision, chaque parole échangée avec Billy et les autres, se demandant à quel moment précis elle avait franchi la ligne. Dans ses premiers mois d'incarcération, elle tenta de se faire discrète. Elle suivait les règles à la lettre, espérant qu'une conduite irréprochable pourrait, un jour, lui offrir une seconde chance. Mais malgré ses efforts, Pamela se rendit vite compte que le monde carcéral avait ses propres lois, où les notions de pouvoir et de manipulation existaient aussi, mais sous une forme différente. Les autres détenus la regardaient avec méfiance, certaines la considérant même comme une manipulatrice de jeunesse, un stigmate difficile à porter. Pamela chercha alors à se réinventer au sein de ce nouveau cadre. Elle devint bibliothécaire de la prison, s'occupant de la gestion des livres, offrant des conseils de lecture à d'autres détenus. Dans cette solitude studieuse, elle trouva un semblant de réconfort. Les livres devinrent pour elle une échappatoire, un moyen de s'évader temporairement de la réalité de son incarcération, de réfléchir à sa vie, à ses erreurs, et à ce qu'elle aurait pu faire différemment. Elle tenta même d'écrire, espérant que partager son histoire pourrait lui apporter une forme de rédemption. Malgré cette nouvelle routine, Pamela ne put échapper à la culpabilité qui la rongeait. L'image de Greg, son mari défunt, hantait ses nuits. Elle se remémorait les moments heureux, les instants de complicité avant que leur relation ne se détériore et que l'idée de s'en débarrasser ne germe dans son esprit. La culpabilité et les regrets la tenaillaient, mais elle refusait de l'admettre publiquement, se raccrochant à l'idée qu'elle avait été poussée dans cette situation. Les années passèrent, et l'affaire Pamela Smart continua de susciter des débats. Certains voyaient en elle une criminelle calculatrice, tandis que d'autres y voyaient une femme complexée, piégée dans ses propres désirs et manipulations. Les médias relançaient de temps en temps des reportages sur son histoire, interviewant des experts en psychologie, des avocats, et même des personnes ayant suivi le procès de près. Cette affaire devint presque un cas d'étude sur le pouvoir de la séduction, la manipulation, et l'impact des relations déséquilibrées. Pamela, elle, vivait dans une sorte de double réalité. La femme médiatisée, celle que l'opinion publique condamnait, et la femme qu'elle percevait être, une femme pleine de regrets qui, dans sa solitude carcérale, aspirait à une forme de paix intérieure. Elle tenta de trouver du réconfort dans la religion, dans la méditation, et dans des activités qui lui permettaient de se tourner vers elle-même. Mais malgré tous ses efforts, elle savait que le poids de ses actions resterait avec elle pour toujours. À travers les années, des pétitions furent lancées pour réclamer sa libération. Des soutiens, convaincus que Pamela avait payé le prix fort pour une erreur de jeunesse et influencés par ses déclarations de rédemption, espéraient qu'elle pourrait être libérée pour bonne conduite. Cependant, la justice fut ferme,
Le meurtre de Greg Smart restait un acte prémédité et Pamela avait utilisé sa position d'enseignante pour manipuler des adolescents, ce qui, aux yeux du tribunal, constituait une faute impardonnable. Cette histoire tragique continuait de captiver l'attention, non seulement comme une affaire criminelle, mais aussi comme un sombre reflet des failles humaines. Pamela devint un symbole de la frontière floue entre amour, pouvoir et destruction. Elle passait désormais ses journées enfermée, avec pour seul compagnon le souvenir de ses erreurs et le regard des autres détenus, qui n'oublieraient jamais qui elle était ni ce qu'elle avait fait. Le cas de Pamela Smart devint un avertissement pour beaucoup, rappelant que la manipulation peut avoir des conséquences dévastatrices et que certaines erreurs ne trouvent pas de rédemption, même avec le temps. Pour Pamela, le reste de sa vie serait marqué par cette nuit fatidique, une nuit qui, des décennies plus tard, continuait de résonner entre les murs de sa cellule, comme une leçon amère sur les dangers de l'obsession et de l'influence destructrice. Au fil des années, Pamela Smart s'était habituée à la vie carcérale, mais l'espoir d'une éventuelle libération continuait de hanter ses pensées. Bien que sa condamnation initiale ne prévoyait aucune possibilité de libération conditionnelle, elle espérait qu'un jour, la justice pourrait reconsidérer son cas. Dans ces moments de solitude, elle nourrissait secrètement ce rêve, malgré la dure réalité de sa sentence à perpétuité. Pamela tenta de transformer cette incarcération en une quête de rédemption. Elle participa activement à des groupes de soutien et de réhabilitation, se liant à d'autres détenus avec qui elle partageait ses réflexions et ses regrets. Elle contribua également à des ateliers de prévention de la violence et de sensibilisation, tentant de partager son histoire pour aider d'autres jeunes femmes à éviter des choix semblables. Ses efforts, bien que sincères, ne furent pas sans critique. Beaucoup estimaient que ses actions étaient calculées, une stratégie pour redorer son image aux yeux du public et des autorités. Cependant, certains commençaient à la voir sous un jour différent. Des journalistes, des militants pour les droits des prisonniers, et même des psychologues la rencontrèrent pour comprendre les mécanismes qui avaient mené cette ancienne enseignante à manipuler des adolescents. Ils cherchèrent à analyser le cas Pamela Smart comme un exemple de la manière dont les influences psychologiques peuvent pousser quelqu'un à franchir des limites morales. Les témoignages de Billy Flynn et des autres adolescents continuaient de peser lourd contre elle. Pourtant, avec le temps, les avocats de Pamela exploitèrent l'angle de la vulnérabilité de l'adolescence, argumentant que le rôle de manipulation joué par Pamela n'avait pas été aussi direct que ce que le tribunal avait initialement considéré. Pour eux, ces adolescents avaient eux-mêmes fait des choix, et Pamela, bien qu'ayant une influence sur eux, n'était pas la seule responsable. Alors qu'elle menait cette bataille légale pour tenter d'obtenir une nouvelle audience, Pamela se remémorait chaque détail de sa vie passée, chaque étape qui avait contribué à son incarcération. Elle se rendait compte de la portée de ses actions et de la gravité des conséquences. Cette prise de conscience, bien qu'elle arrive tardivement, la confrontait quotidiennement à sa culpabilité. Chaque matin, elle faisait face à son reflet dans le miroir de sa cellule, un rappel constant de l'impact dévastateur de ses choix. La réalité du meurtre de Greg la poursuivait sans relâche. Des documentaires et des livres consacrés à son histoire commencèrent à examiner l'affaire sous différents angles, abordant à la fois le système judiciaire, le poids des médias et la psychologie de l'emprise. Ces œuvres suscitaient des débats. Pamela Smart était-elle vraiment un monstre froid, ou avait-elle été poussée par une faille émotionnelle, un manque de stabilité affective qui l'avait rendue vulnérable à ses propres pulsions? Ces questions soulevaient des réflexions profondes sur la manière dont les êtres humains, même ceux qui semblent équilibrés, peuvent se laisser emporter par des sentiments destructeurs. Malgré ses efforts pour montrer qu'elle avait changé, la famille de Greg Smart et ceux qui avaient suivi l'affaire de près demeuraient farouchement opposés à toute possibilité de libération. Pour eux, Pamela ne devait jamais être autorisée à retrouver la liberté. Ils estimaient que rien, ni le temps, ni la réhabilitation, ne pourraient effacer ce qu'elle avait fait, ni apaiser leur douleur. Les années défilèrent, et Pamela vieillissait dans sa cellule, marquée par les privations, le stress et les regrets. Elle continuait d'étudier et d'écrire, espérant qu'un jour, sa voix serait entendue différemment. Bien qu'elle n'ait pas obtenu de réduction de peine, elle persista dans ses démarches, convaincue qu'un jour, peut-être, le regard du public changerait et que sa demande de libération pourrait être reconsidérée. Toutefois, cette quête de rédemption demeurait incertaine. Derrière les murs de la prison, Pamela était condamnée à une existence solitaire, ponctuée de réflexions amères et de souvenirs poignants. Le monde extérieur la percevait toujours comme une figure controversée, oscillant entre l'image de la femme manipulatrice et celle de l'âme tourmentée en quête de rédemption. Au fond de son cœur, Pamela savait qu'elle ne pourrait jamais se libérer de son passé. Elle resterait pour toujours l'héroïne tragique de cette histoire sombre, un exemple de la manière dont des passions incontrôlées et des erreurs de jugement peuvent conduire à des conséquences irréversibles.
Sa vie serait marquée par ce crime, indélébile et implacable, dans l'ombre d'un avenir où la liberté ne serait qu'un rêve inaccessible. Avec les années, Pamela Smart continuait à porter son fardeau derrière les barreaux, mais elle refusait de sombrer dans le désespoir. Malgré l'impossibilité de quitter ce monde clos, elle se battait pour donner un sens à sa vie en captivité. Son rôle de bibliothécaire de la prison l'occupait toujours, mais elle s'était également engagée dans des programmes de mentorat et d'éducation pour aider les autres détenus. Elle espérait que ce travail pourrait un jour montrer qu'elle avait changé, qu'elle avait compris la gravité de ses erreurs et qu'elle cherchait sincèrement à se racheter. Au cours de ces années, plusieurs initiatives de réhabilitation lui permirent de redécouvrir certains talents et d'acquérir de nouvelles compétences. Elle s'inscrivit à des cours de psychologie, cherchant à mieux comprendre les mécanismes de manipulation et les impacts de l'influence émotionnelle, comme pour trouver des réponses à ses propres choix passés. Cette introspection devint un exercice douloureux mais nécessaire pour elle. Analyser son propre comportement lui révéla à quel point elle s'était laissée emporter par ses désirs et ses frustrations, menant à la tragédie qui avait coûté la vie à Greg. Des thérapeutes et des conseillers lui apportèrent leur soutien dans cette quête de rédemption. Ils l'encourageaient à s'ouvrir, à explorer les failles de son passé, et à travailler sur sa culpabilité. Pour Pamela, ces moments de thérapie furent libérateurs, lui offrant une opportunité de faire face à la profondeur de ses erreurs. Elle commença même à rédiger un journal intime dans lequel elle documentait ses réflexions et ses émotions, un témoignage silencieux de son cheminement intérieur. À l'extérieur, cependant, le monde avait gardé son jugement envers Pamela. La famille de Greg Smart, toujours en deuil, restait résolument opposée à toute notion de réhabilitation ou de libération. Pour eux, chaque pas de Pamela vers une éventuelle seconde chance était perçu comme une insulte à la mémoire de Greg, un homme dont la vie avait été brutalement volée. La blessure restait vive et leur chagrin incommensurable. En dépit des actions de Pamela pour prouver son changement, pour eux, elle demeurait la coupable indiscutable d'un crime impardonnable. Pamela faisait face à cette résistance avec une résignation douloureuse. Elle comprenait désormais, peut-être mieux que quiconque, que certains actes ne trouvent jamais de rédemption aux yeux des autres. Ce poids, elle l'acceptait, tout en continuant à espérer qu'un jour, elle pourrait être vue différemment, non pas comme une simple criminelle, mais comme une femme ayant parcouru un chemin complexe de remords et de compréhension. Avec le temps, des personnes extérieures commencèrent à s'intéresser à sa transformation. Des journalistes et des activistes pour les droits des prisonniers défendirent publiquement son droit à la réhabilitation, arguant que les individus peuvent évoluer et que le système carcéral devrait favoriser cette évolution. Ils soulevèrent la question de la durée de son emprisonnement, estimant que Pamela avait purgé un temps conséquent pour son crime et qu'elle méritait de voir son cas réexaminé. Le débat sur sa libération devint une question publique, divisant l'opinion. D'un côté, ceux qui soutenaient que Pamela devait rester emprisonnée pour toujours, un symbole de justice pour Greg. De l'autre, ceux qui pensaient qu'elle avait payé pour ses erreurs, qu'elle avait sincèrement cherché à se racheter et qu'il était temps de lui offrir une chance de reconstruction. Chaque nouvelle tentative de son avocat pour rouvrir le dossier de Pamela ravivait les tensions et ramenait l'affaire au centre des discussions. Pamela, bien qu'espérant toujours une libération, avait appris à ne plus dépendre de cet espoir. Elle poursuivait ses efforts pour améliorer son environnement et inspirer les autres détenus, y trouvant une forme de paix. Dans cette existence en suspension, chaque jour passé sans liberté devenait pour elle un pas de plus vers une rédemption silencieuse, une manière d'apaiser sa conscience, même si le monde extérieur continuait de lui fermer la porte. Elle savait désormais que ses efforts de réhabilitation ne garantissaient aucune clémence. Pour elle, l'essentiel résidait dans sa transformation intérieure. Elle s'était engagée sur une voie difficile, une voie où elle acceptait d'être perçue à jamais comme celle qui avait trahi, celle qui avait manipulé des adolescents et brisé des vies. Mais, malgré tout, Pamela choisissait de vivre dans cette ombre avec dignité, prête à affronter le poids de ses erreurs, même si le pardon restait un rêve inaccessible. En prison depuis plusieurs décennies, Pamela Smart avait perdu l'illusion d'une libération facile. Cependant, ses efforts pour se réhabiliter n'étaient pas passés inaperçus, et certaines voix continuaient de défendre son droit à une seconde chance. Des militants, des avocats spécialisés dans les droits des détenus, et même des personnalités publiques engagées dans la réforme du système carcéral apportaient un soutien timide mais persistant à son dossier. Au cœur de cette lutte, Pamela conservait une lueur d'espoir, mais elle était réaliste. Le système judiciaire ne lui accorderait jamais le pardon sans un processus acharné et des preuves concrètes de son changement. Elle comprenait que, pour ceux qui avaient perdu Greg, son acte restait impardonnable. Elle savait que chaque tentative de sa part pour obtenir une réduction de peine ravivait leur douleur et rappelait la violence de ce qu'elle avait orchestré. Pourtant, elle espérait qu'avec le temps,
Son engagement dans des programmes de réhabilitation et son comportement irréprochable en prison pourraient amener le système à reconsidérer sa peine. Les années d'incarcération avaient, par ailleurs, donné à Pamela l'occasion de redécouvrir des passions. Elle se lança dans l'écriture de mémoires, espérant y retracer non seulement les erreurs qui avaient mené à son incarcération, mais aussi le long chemin qu'elle avait entrepris pour affronter la vérité sur elle-même. Ce processus était douloureux. À chaque page écrite, elle revivait le passé, les moments où elle avait franchi les frontières de l'éthique et de la moralité, et les instants décisifs où elle avait choisi de manipuler des adolescents vulnérables pour atteindre ses fins. À travers ses écrits, Pamela chercha à atteindre une forme de réconciliation avec elle-même. Elle détailla ses ressentis, ses regrets, et sa prise de conscience progressive des conséquences de ses actes. Elle partageait les leçons amères qu'elle avait apprises, espérant que son histoire pourrait servir de mise en garde pour d'autres, notamment pour les jeunes femmes ou les personnes qui se trouvaient, comme elle jadis, en proie à des obsessions destructrices. Ses mémoires, bien qu'ils n'aient pas été publiés, circulaient dans des cercles de soutien en prison, inspirant quelques détenus qui voyaient en elle un exemple de transformation possible. Pendant ce temps, ses avocats cherchaient des moyens de faire rouvrir le dossier, en mettant en avant la réhabilitation de Pamela et en soulignant la nécessité d'une justice qui puisse évoluer avec le temps. Ils mirent en lumière des cas similaires où la réinsertion avait été possible après plusieurs décennies d'emprisonnement. Ces arguments soulevaient des questions éthiques complexes dans le système judiciaire. Comment équilibrer la gravité d'un crime avec la capacité d'un individu à se transformer? Malgré ses espoirs, Pamela vivait avec une conscience accrue de la probabilité que sa demande soit rejetée. Elle savait que pour beaucoup, elle resterait à jamais coupable, et que sa transformation ne serait jamais suffisante pour effacer l'ombre du meurtre de Greg. Elle restait profondément marquée par les mots de la famille de Greg, qui lui avait adressé lors de son procès un regard empli de douleur et de colère, un regard qu'elle n'oublierait jamais. Elle comprenait qu'aucune rédemption, aucune transformation ne suffirait à apaiser leur chagrin. Cette prise de conscience, bien que lourde, lui permit d'avancer sans l'illusion de la liberté comme récompense. Sa quête de rédemption était devenue personnelle, un chemin vers la paix intérieure, plus que vers une libération concrète. Les années d'introspection l'avaient poussée à accepter que sa transformation ne trouverait peut-être jamais de reconnaissance publique, et elle apprenait peu à peu à faire face à cette vérité sans rancéure. En dépit de tout, Pamela continuait de s'investir dans sa communauté carcérale. Elle était devenue une confidente pour de nombreuses détenues, une figure respectée qui utilisait son histoire pour conseiller les plus jeunes et les encourager à faire des choix éclairés, à ne pas céder à la tentation des raccourcis dangereux ou des passions aveuglantes. Elle les avertissait des conséquences dévastatrices que des décisions impulsives pouvaient avoir, leur rappelant que certaines erreurs ne se pardonnent jamais, ni par soi-même, ni par les autres. Pour Pamela, cette nouvelle mission donnait un sens à son existence dans cet univers clos. Elle avait échoué dans son ancienne vie, mais elle voulait croire qu'elle pouvait, d'une certaine manière, contribuer au bien-être des autres, même derrière les barreaux. Elle consacra ainsi ses jours à aider et à conseiller, sachant que cette mission, bien qu'elle ne puisse effacer ses erreurs, pouvait offrir un peu de lumière dans un monde marqué par les épreuves. Pamela comprenait désormais que sa rédemption serait sans doute silencieuse, invisible aux yeux du monde extérieur. Sa vie resterait marquée par cette nuit fatidique et par les choix terribles qui l'avaient menée là où elle se trouvait. Mais, dans le calme de ces dernières années, elle trouvait une certaine forme de paix, acceptant enfin que le vrai pardon devait venir d'elle-même, au fond de son cœur. Pamela Smart continuait sa routine, ses journées rythmées par le travail en bibliothèque, les programmes de mentorat et ses séances d'écriture. Mais une nouvelle opportunité surgit, une lueur d'espoir qui allait mettre son endurance et sa persévérance à l'épreuve. Ses avocats venaient de lui annoncer qu'une nouvelle audience était possible. Ce n'était pas une promesse de liberté, mais une occasion pour elle de présenter son cas à nouveau, de montrer qu'elle n'était plus la femme qu'elle avait été au moment du crime. Cette audience signifiait beaucoup pour Pamela. Elle y voyait la chance de démontrer publiquement son changement, de révéler ses remords sincères et le travail intense qu'elle avait accompli sur elle-même durant ses décennies en prison. Elle savait que cette audience serait difficile, que les questions seraient brutales, et que le public, tout comme la famille de Greg, resterait sceptique. Mais elle était déterminée à faire face à cette épreuve, avec transparence et sincérité. En se préparant pour cette audience, Pamela retourna dans ses souvenirs, revivant chaque détail de l'affaire, chaque moment où elle avait perdu le contrôle de sa vie et de ses choix. Elle se remémorait les événements qui avaient mené au meurtre de Greg, l'influence dévastatrice qu'elle avait eue sur des adolescents vulnérables, et l'incapacité à voir les conséquences de ses actes. Cette introspection la replongeait dans une douleur qu'elle pensait avoir apaisée, mais elle savait que cette douleur était nécessaire,
un rappel des raisons pour lesquelles elle devait se battre pour la rédemption. Ses avocats, bien conscients de la complexité de l'affaire, décidèrent de miser sur son parcours de réhabilitation et sur le soutien de ceux qui avaient travaillé avec elle en prison. Ils firent appel à des psychologues, des éducateurs et des travailleurs sociaux qui témoigneraient de son changement et de sa capacité à contribuer positivement à la société, même si ce rôle devait se limiter à un cadre restreint. Le but n'était pas de nier ses actes passés, mais de montrer qu'une transformation authentique était possible, même pour des individus ayant commis des erreurs graves. Le jour de l'audience arriva enfin, et Pamela entra dans la salle avec une calme détermination. Elle s'adressa au tribunal avec sincérité, racontant son histoire sans chercher à minimiser sa responsabilité. Elle parla de ses remords, de ses années passées à comprendre et à accepter les conséquences de ses actions, et de son engagement envers la réhabilitation. Elle ne cherchait pas le pardon du public, ni même celui de la famille de Greg, mais elle espérait qu'on lui accorderait la possibilité de continuer sa transformation hors des murs de la prison, avec la chance de servir autrement la société. La famille de Greg prit également la parole, exprimant de nouveau leur douleur et leur colère face à la tragédie qui avait marqué leur vie à jamais. Pour eux, Pamela demeurait la principale coupable, la femme qui avait manipulé des adolescents jusqu'au point de commettre un meurtre. Leurs mots étaient empreints de chagrin et de révolte, rappelant à tous les enjeux émotionnels de cette affaire. Pour la famille, aucune transformation ne serait suffisante pour justifier la liberté de Pamela, aucun acte de réhabilitation ne pourrait ramener Greg. Les débats furent intenses, les avocats de Pamela plaidant pour une réduction de peine, mettant en avant son parcours de réhabilitation et les témoignages de ceux qui la connaissaient en prison. Mais les procureurs, ainsi que la famille de Greg, soutinrent que certains crimes méritaient une punition à perpétuité, sans possibilité de rédemption. Au terme de plusieurs jours d'audience, le verdict tomba. La demande de libération conditionnelle fut rejetée. Pamela aurait à rester en prison, sans espoir de sortie, la société jugeant qu'un crime aussi grave ne pouvait être pardonné. Elle accueillit cette décision avec une résignation mélancolique. Elle avait espéré, peut-être naïvement, que son changement serait reconnu, mais elle comprit que pour beaucoup, son passé restait trop lourd à effacer. Cette audience, bien qu'elle n'ait pas conduit à la liberté, avait néanmoins permis à Pamela de s'exprimer publiquement, de témoigner de son parcours, de ses regrets et de sa transformation. Ce moment de vérité, face au tribunal et à la famille de Greg, lui permit de trouver une forme de paix intérieure. Elle savait qu'elle resterait à jamais prisonnière de ses erreurs, mais elle accepta cette sentence avec une force nouvelle, une compréhension plus profonde de la responsabilité qu'elle portait. De retour en prison, Pamela reprit son travail de réhabilitation, décidée à poursuivre sa quête de paix intérieure malgré le poids de sa condamnation. Elle continua d'écrire, de conseiller les autres détenus, et d'offrir son histoire comme un avertissement pour celles qui, comme elle jadis, pourraient se perdre dans des passions destructrices. Sa vie serait marquée par cette nuit tragique, mais elle décida d'embrasser cette vérité, de vivre avec dignité, même derrière les barreaux. Elle savait désormais que la liberté physique ne lui serait jamais rendue, mais elle trouva en elle la force de vivre chaque jour avec la conscience de ses erreurs, transformant sa vie en une leçon d'humilité et de résilience. À mesure que les années passaient, Pamela Smart se résigna à la réalité de son existence. Son destin se déroulerait désormais derrière les murs de la prison, à jamais marqué par le poids de ses erreurs. Malgré cette sentence irrévocable, elle ne cessa jamais de chercher un sens à sa vie, de puiser en elle la force nécessaire pour continuer, et de tirer de ses propres choix des enseignements qu'elle s'efforçait de transmettre aux autres. Au fil du temps, elle devint une figure influente et respectée parmi les détenus. Sa capacité d'écoute et son recul sur son propre passé lui permirent de toucher de nombreuses vies, d'inspirer des femmes à ne pas reproduire ses erreurs et à embrasser des valeurs d'intégrité et de bienveillance. Elle utilisait son histoire comme un témoignage vivant des conséquences de la manipulation, des jeux de pouvoir émotionnels et des décisions impulsives qui peuvent bouleverser des vies entières. À travers son engagement, elle transforma cette culpabilité en un moteur pour le changement dans la petite communauté qu'était la prison. Les programmes de réhabilitation, auxquels elle participait activement, bénéficièrent grandement de sa présence. Pamela entreprit de nouvelles études en psychologie et en criminologie, espérant mieux comprendre la complexité de la psyché humaine et les facteurs qui mènent certaines personnes, comme elle, à commettre des actes irréparables. Ce savoir, elle le partageait généreusement, donnant des conférences aux détenus et leur offrant des outils pour mieux comprendre leurs propres choix et leur parcours. Sa réputation atteignit peu à peu l'extérieur de la prison, et quelques documentaires ainsi que des articles analysèrent son parcours. Des chercheurs et des journalistes commencèrent à explorer la possibilité qu'elle puisse être un exemple vivant de réhabilitation réussie, même si cela ne signifiait pas la clémence pour son crime. Le public demeurait divisé.
Certains voyaient en elle un monstre impitoyable, tandis que d'autres, touchés par ses mots et ses actions, estimaient qu'elle méritait au moins la reconnaissance de son changement. Pamela, de son côté, restait consciente de la douleur indélébile qu'elle avait causée, et elle vivait chaque jour avec ce poids. La famille de Greg continuait de lui refuser tout pardon, et elle n'attendait rien d'eux. Elle savait qu'aucune réhabilitation, aussi sincère soit-elle, ne pourrait jamais réparer la perte de leur fils. En acceptant cette réalité, Pamela trouva une forme de paix, une sérénité née de l'acceptation totale de ses responsabilités. Les années passant, elle commença à correspondre avec des jeunes à l'extérieur, dans le cadre de programmes de prévention de la criminalité. Elle écrivait des lettres où elle racontait son histoire, alertant les jeunes sur les dangers des manipulations émotionnelles et des choix impulsifs, les encourageant à réfléchir avant de se laisser entraîner dans des actions aux conséquences irréversibles. Elle trouvait dans ces échanges un sens profond, un moyen d'empêcher, même à distance, d'autres vies de basculer comme la sienne l'avait fait. Peu à peu, Pamela devint une sorte de mentor pour des personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées. Ces lettres, empreintes d'un regret sincère et de conseils inspirants, commencèrent à circuler dans des programmes d'aide aux jeunes en difficulté, aux victimes de violences émotionnelles, et même à des associations luttant contre la délinquance juvénile. Elle savait que ces mots ne changeraient pas le passé, mais elle espérait qu'ils pourraient, d'une manière ou d'une autre, influencer des décisions futures, éviter des tragédies similaires à la sienne. La prison resta son univers, mais elle y trouva un équilibre, une forme de rédemption intérieure. Les années l'avaient transformée en une femme sage, empreinte de regrets mais aussi d'une profonde humanité. Pamela savait qu'elle ne quitterait probablement jamais ses murs, mais elle choisit de vivre chaque jour avec dignité, portant le poids de ses erreurs sans tenter de l'esquiver. Au crépuscule de sa vie, elle observa son parcours avec une clarté nouvelle. Elle avait accepté la peine qui lui était imposée, non pas comme un fardeau, mais comme une responsabilité. Sa rédemption n'était pas une quête de pardon extérieur, mais une façon de vivre avec honnêteté et courage. Dans la pénombre de sa cellule, elle trouva enfin la paix, une paix née non pas de l'oubli, mais de la pleine reconnaissance de son passé et de sa transformation profonde. Elle avait fait la paix avec elle-même. Les années défilèrent, et Pamela Smart accepta peu à peu son rôle de mentor et de conseillère pour les autres détenus, une existence dans l'ombre mais empreinte de sens. Son passé demeurait ancré en elle comme une cicatrice indélébile, un rappel constant des choix qu'elle avait faits et de leurs conséquences. Pourtant, elle avait aussi découvert que même dans un monde confiné, on pouvait trouver un moyen de créer un impact, d'offrir aux autres une nouvelle perspective sur leur propre vie et leurs propres erreurs. À travers ses programmes de réhabilitation, ses lettres aux jeunes et son implication dans les initiatives de prévention de la délinquance, Pamela devint un pilier silencieux dans le microcosme de la prison. Elle entreprit des ateliers d'écriture, encourageant les détenus à explorer leurs propres histoires, leurs propres peines, et à exprimer leurs espoirs pour un avenir, même si celui-ci se déroulait entre les murs de la prison. Elle comprenait mieux que quiconque le pouvoir cathartique de la plume, et elle souhaitait offrir cet échappatoire aux autres. La publication de quelques extraits de ses mémoires attira l'attention de certains journalistes et écrivains qui souhaitaient comprendre la complexité de son parcours. Certains estimaient qu'elle représentait une figure de réhabilitation, une preuve que même les erreurs les plus terribles pouvaient engendrer une profonde réflexion et transformation. D'autres, cependant, se montraient sceptiques et jugeaient que sa peine était juste et nécessaire, considérant ses écrits comme une tentative de manipulation pour susciter la sympathie. Malgré cette division des opinions, Pamela persista dans sa démarche. Elle ne cherchait pas à se faire pardonner du monde extérieur, mais elle espérait, à sa manière, offrir une vision honnête de la rédemption, sans en occulter la douleur et la complexité. Pour elle, le plus important restait les vies qu'elle pouvait toucher directement, ces femmes qu'elle croisait chaque jour, et les jeunes avec qui elle échangeait des lettres. Elle savait que, si elle ne pouvait plus changer son propre passé, elle avait au moins la possibilité d'influencer le futur de ceux qui étaient encore à un tournant de leur existence. Un jour, une nouvelle lettre arriva pour elle. C'était une lettre d'une jeune femme, qui racontait avoir lu l'histoire de Pamela à travers un article. Cette jeune femme, désorientée et en proie à des choix difficiles, avait vu en Pamela une mise en garde mais aussi un modèle de résilience. Elle lui écrivit avec franchise, partageant ses propres peurs et ses incertitudes, et en retour, Pamela lui répondit avec la même sincérité, partageant non seulement les erreurs de son passé, mais aussi les leçons qu'elle en avait tirées. Ces échanges devinrent pour elle une véritable source d'accomplissement, un moyen d'accepter chaque jour de plus en plus sa condition, non comme une punition, mais comme une mission. Elle ne s'attendait pas à ce que tous la comprennent ou la pardonnent, mais elle espérait, humblement, que son parcours puisse éviter à d'autres de sombrer dans les mêmes obsessions et illusions qui l'avaient menée à sa chute. Vers la fin de sa vie,
Pamela prit la décision de donner tous ses écrits et mémoires à des organisations dédiées à la réhabilitation et à la prévention. Elle voulait que son histoire soit un témoignage, une leçon, un avertissement, sans attendre en retour un quelconque pardon ou rédemption publique. Elle acceptait que la majorité des gens ne liraient ces mots qu'avec méfiance ou désapprobation, mais cela ne la dissuada pas de poursuivre sa mission. Dans la solitude de ces derniers jours, elle trouva une paix profonde et silencieuse, née de la certitude qu'elle avait contribué, d'une manière ou d'une autre, à rendre les vies de certains un peu meilleures, à empêcher d'autres de commettre les mêmes erreurs. Elle avait compris que son rôle n'était pas d'obtenir l'approbation du monde, mais de vivre chaque jour en étant fidèle à cette rédemption intérieure qu'elle avait trouvée. Pamela Smart, enfermée à jamais, laissa derrière elle une collection d'écrits, des témoignages de regrets et de résilience, une preuve que même les âmes égarées peuvent trouver leur chemin vers une forme de lumière. Elle resta pour beaucoup une énigme, un symbole de controverse, mais pour ceux qu'elle avait aidés, elle devint un guide invisible, une preuve vivante qu'il était possible de se transformer, même quand tout espoir de liberté semblait perdu. Elle quitta ce monde dans le silence, mais laissa un héritage secret, un message de vie et de rédemption pour ceux qui, comme elle autrefois, cherchaient encore leur chemin. Pamela Smart avait vécu des décennies entre les murs de la prison, un monde fermé qui avait rétréci ses horizons mais élargi son cœur et son esprit. Avec le temps, elle avait cessé de chercher la rédemption à travers la reconnaissance des autres, pour se tourner vers une quête de paix intérieure. C'est cette liberté de l'âme, loin des regards et des jugements, qu'elle avait trouvée, forgée par ses erreurs et solidifiée par son chemin de réhabilitation. Dans les dernières années de sa vie, son corps s'affaiblissait, mais son esprit restait fort. Elle continuait d'écrire, d'offrir ses conseils aux autres détenus, et de correspondre avec des jeunes, qu'elle cherchait à inspirer par ses mots et son expérience. Elle savait que sa liberté physique lui serait refusée à jamais, mais elle n'avait plus besoin des portes ouvertes pour se sentir libre. Puis, un jour, la prison sombra dans un silence inhabituel. L'air semblait plus lourd, les gardiennes se parlaient à voix basse, et certaines détenues s'étaient regroupées, le regard baissé. Pamela Smart, dont la santé avait décliné, avait quitté ce monde en paix, dans la discrétion, sans éclat de voix ni dernière déclaration dramatique. Les femmes qu'elle avait touchées, conseillées, guidées durant toutes ces années ressentirent une profonde perte. Pour elle, Pamela était devenue plus qu'une détenue, elle était une présence inspirante, une preuve vivante que même les erreurs les plus sombres pouvaient engendrer la lumière, que même un passé trouble pouvait être transformé en enseignement précieux. Les lettres qu'elle avait écrites, les paroles qu'elle avait partagées, demeuraient gravées dans leur mémoire comme autant de rappels d'une vérité universelle, que le pardon, souvent, ne vient pas des autres, mais de soi-même. Les journalistes, les analystes, et ceux qui suivaient son histoire depuis l'extérieur, furent informés de son décès avec une indifférence teintée de curiosité. Pour certains, elle resterait toujours la femme qui avait orchestré un meurtre. Pour d'autres, elle était un mystère, une énigme de réhabilitation jamais vraiment résolue. Mais elle ne chercha plus à influencer leur opinion ni à défendre son nom. Elle était partie sans attendre de reconnaissance ni de révision de son jugement. Elle avait accepté que son chemin, en partie choisi et en partie imposé, resterait pour beaucoup une controverse. Une simple boîte contenant ses écrits fut remise à une organisation qui œuvrait pour la réhabilitation et la prévention de la criminalité chez les jeunes. Ces mots, empreints de sagesse et de vulnérabilité, continuèrent de vivre, circulant discrètement parmi des milliers de jeunes. Ils lisaient son histoire comme un récit brut, sans embellissement ni justification, un message d'avertissement et de résilience. Dans cette boîte, une dernière note, écrite de sa main, était glissée au milieu de ses lettres. Elle disait « Le pardon ne m'appartient pas, mais la paix, elle, je l'ai trouvée. Si mes erreurs peuvent éclairer d'autres âmes, alors ma vie aura eu un sens. » Ces mots résonnaient avec une humilité sincère, comme une dernière confession, une offrande d'espoir faite à ceux qui cherchaient encore leur propre voie. Pamela Smart avait laissé un héritage invisible, un témoignage de lumière née des ténèbres, de transformation au milieu de l'inéluctable. Sa mémoire, pour ceux qui l'avaient connue et l'avaient écoutée, était celle d'une femme qui avait arraché la liberté à l'intérieur d'elle-même, au-delà des barreaux, au-delà du jugement. Et ainsi, dans cette paix silencieuse, dans cette résilience qui ne demandait ni justification ni pardon, Pamela trouva enfin sa véritable liberté. Une liberté que personne ne pourrait lui enlever.